Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour une nouvelle vidéo consacrée aux troubles des conduites alimentaires ou TCA. Les troubles des conduites alimentaires concernent près de 1 million de personnes en France. Plus de la moitié d'entre elles ne sont pas dépistées et n'accèdent pas encore aux soins. Pour mieux appréhender la complexité de ces troubles et encourager une prise en charge adaptée, il est donc primordial de mieux les connaître. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Aude Réau, psychologue clinicienne, membre du comité scientifique de SOS Addiction, autrice de Sortir de l'anorexie et de la boulimie, pour nous parler donc de ces troubles du comportement alimentaire. Bonjour Audrey, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour démarrer, et donc mieux comprendre surtout de quoi nous parlons, pouvez-vous nous définir brièvement ce qu'est un trouble du comportement alimentaire? Alors, un trouble du comportement alimentaire, c'est très varié. Il y a différents types de troubles alimentaires et il y a différents degrés, intensité, en fait. Mais pour faire assez synthétique et simple, on pourrait dire que c'est une sorte d'éloignement de ce qu'on peut appeler l'alimentation intuitive. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à se nourrir et à manger sans vraiment y réfléchir, simplement guidé par ses ressentis et ses envies. Donc au contraire, tout commence à être un peu pensé dans l'alimentation. Donc ça, c'est ce qui se voit. Du coup, il y a des comportements alimentaires qui sont déréglés, donc des restrictions alimentaires ou des boulimies. Essentiellement, c'est ça dans ce qui se voit. Et après, il y a ce qui ne se voit pas de la maladie. Donc c'est un fonctionnement psychique spécifique que nous, on appelle le mental anorexique. Et puis, c'est un rapport au corps qui est complètement déréglé. C'est-à-dire que la personne est comme déconnectée en fait de son corps. Il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Et c'est ce qui fait qu'il y a des dérèglements après sur les comportements. Voilà. Est-ce qu'on peut citer les différents types de troubles alimentaires? Oui, donc il y en a 3 surtout. L'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie. En fait. D'accord. Pour les décrire brièvement, pour les Ouais. reconnaître. Ouais, l'anorexie mentale, il y a 2 types d'anorexie mentale. Il y a l'anorexie mentale de type restrictif et l'anorexie mentale avec crise de boulimie. Donc l'anorexie mentale, c'est surtout quelqu'un qui se restreint de manger. Alors souvent on pense que la personne ne mange plus du tout. Mais en fait, elle mange quand même un petit peu, mais très peu. Mais elle a tendance à se restreindre dans son alimentation. Et cette restriction alimentaire, elle va amener une perte de poids très importante, qui peut être assez rapide ou lente, ça dépend des parcours de chacun. Et voilà, donc ça c'est l'anorexie de type restrictif. Et l'anorexie avec crise de boulimie, c'est une alternance en fait de périodes de restriction avec des crises de boulimie. Donc une crise de boulimie, c'est manger sans vraiment avoir faim et sans vraiment réussir à s'arrêter. Comme si on était un peu déconnecté de soi, on se met à manger. Et les personnes qui souffrent d'anorexie mentale, au début, sont dans la restriction, et puis en fait, ça évolue vers une alternance de restriction et de crise de boulimie. La deuxième maladie, c'est la boulimie, dite boulimie nerveuse. Et elle, en fait, c'est un peu la même chose, mais la différence, en fait, entre l'anorexie mentale et la boulimie, c'est le poids. Le critère du poids, en fait. Dans la boulimie nerveuse, l'IMC, le poids est normal, en fait, à peu près. Là où dans l'anorexie, le poids est inférieur à la norme IMC. Et l'hyperphagie, la dernière, c'est des personnes qui ont des crises de boulimie, mais sans comportement compensatoire. Ce qu'on va retrouver dans l'anorexie et dans la boulimie, les comportements compensatoires, c'est se restreindre au niveau alimentaire, être dans une hyperactivité, faire beaucoup de sport, ou même une hyperactivité même intellectuelle, en fait, être très, très actif. Parfois, ça va être des vomissements, la prise de purgatifs, en fait, tout ce qui va permettre d'éliminer, en fait. On a parlé
justement de ce qui se voit, quels sont les symptômes d'un trouble alimentaire? En fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne souffrant de troubles du comportement alimentaire? On a parlé de dissociation avec le corps, mais dans la tête, qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais. Donc la dissociation avec le corps, c'est le truc le plus important parce que c'est comme si c'était le point de départ. On en reparlera, je pense, quand on parlera des causes. Mais il y a vraiment donc cette déconnexion du corps et de l'esprit qui crée en fait un fonctionnement psychique particulier. Donc ce que j'appelle donc le mental anorexique. Et alors là, il y a plein de signes, il y a 17 signes, je reprends ma petite liste. Je ne vais pas vous les donner tous, typiquement ils sont décrits dans mon livre, mais je vais vous parler des plus importants en fait. Donc la dissociation entre le corps et l'esprit qui va créer une espèce de dualité intérieure. C'est-à-dire que dans la tête d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, c'est comme s'il y avait deux personnes. Il y a une partie qui veut un truc et une autre partie d'elle qui veut autre chose. Et c'est ce qui va amener les conflits, notamment dans l'alimentation. J'ai envie ou je veux manger ça et l'autre partie de moi qui me l'interdit en fait. Et il y a un conflit intérieur comme ça très très fort. Et c'est ça qui crée l'enfer en fait psychique des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Donc ça, c'est le plus important. Et ça, pour conséquence aussi d'autres choses que sur le comportement alimentaire, cette dualité intérieure, elle va amener du doute. Donc c'est des personnes qui peuvent souvent douter, qui sont ambivalentes, qui veulent un truc et en même temps un autre truc. Et du coup, quand on pose la question, par exemple, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire quand vous êtes en vacances ou quoi, la personne va être un peu incapable de répondre et elle va plutôt se coller sur le désir de l'autre, en fait. Parce que dans sa tête, ça va être une espèce d'arbre de probabilité où elle va se poser plein de questions. Mais si je fais ça, il va se passer ça. Oui, mais alors peut-être que lui, il ne veut pas faire ça. Mais en même temps, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a toute une arborescence de pensée, ouais. Donc voilà. Après, il y a comme caractéristique en fait le perfectionnisme et l'hyper-exigence. C'est des personnes qui veulent bien faire en fait. Elles veulent pas être parfaites. Le mot est pas idéal, le jargon psycho est pas idéal, mais elles veulent bien faire absolument. Elles sont très exigeantes avec elles-mêmes. Elles sont jamais satisfaites. Par exemple, quand elles passent des concours pour des études ou quoi, la personne, elle travaille énormément, c'est des gens qui bossent beaucoup, et puis quand il y a la réussite, il n'y a même pas vraiment la satisfaction. Il y a une sorte de ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur, en fait. Donc elles sont un peu coincées là-dedans, toujours très exigeantes, et puis quand il y a la réussite, elles n'ont même pas la satisfaction de la réussite. Voilà, c'est beaucoup de maîtrise, de contrôle de soi, du monde. Tout est calculé, tout est réfléchi, en fait. Et c'est ce qui fait que souvent, quand il y a des imprévus, ça génère des angoisses. Ça peut générer des angoisses. Il n'y a pas de place pour le hasard, et du coup, dès qu'il y a un petit élément qui n'était pas prévu, ça dérègle un petit peu tout ce mécanisme qui a été mis en place. Du coup, l'estime de soi, j'imagine forcément très... Exactement. Du coup, l'estime de soi est plutôt basse. Et en fait, comme tout est pensé, la déconnexion du corps et de l'esprit fait que tout est réfléchi. La vie est réfléchie. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tout soit calculé. Et l'estime est effectivement très basse parce que ça ne se passe jamais comme on veut que ça se passe. Et puis, il y a toujours une déception de soi à cause du perfectionnisme aussi et de l'exigence qu'il y a derrière, quoi. Donc, l'estime de soi faible, ça, c'est aussi une caractéristique. Du coup, des difficultés relationnelles aussi. Déjà, les repas, c'est quand même le lien social. Donc, quand on n'est pas à l'aise avec les repas d'une manière ou d'une autre, en fait, forcément, avoir une vie sociale. Oui, les sorties, ce genre de choses en famille, tout devient complexe. Ouais, c'est ça. Donc, soit la personne, elle est dans une restriction forte et donc elle évite complètement les repas. Ou alors il y a une alternance restriction, boulimie. Donc la personne, elle va se restreindre dans la journée ou plusieurs jours avant pour pouvoir s'autoriser
la sortie au resto avec des amis. Mais derrière, il va y avoir des compensations, donc je vais moins manger, ou je vais faire du sport, ou que sais-je. Il peut y avoir aussi la peur de faire des crises de boulimie devant les autres, mais ça, souvent, les gens ne le remarquent pas. Ça, c'est assez étonnant, mais ça ne se voit pas, en fait, alors que la personne, elle peut être en pleine crise de boulimie devant vous. Donc, moins une personne qui mange beaucoup qu'une personne qui va se priver, et là, ouais, ça se voit plus, ouais. Ouais, ça se voit plus parce que les angoisses sont beaucoup plus visibles à ce moment-là. Mais ce qui se voit moins aussi au niveau social, c'est par exemple les vomissements. Les personnes qui vont aller aux toilettes juste après le repas et qui vont vomir, mais ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Donc, quand je sors et que je vais dans les restos, moi, je le vois tout de suite parce que je connais ça. Mais en fait, ça passe complètement inaperçu. Donc, voilà, donc au niveau relationnel, c'est un peu compliqué. Et puis, après, donc, il y a une grande souffrance, évidemment, parce que la personne se sent complètement isolée, seule avec elle-même. Tu culpabilises de tout, du coup, finalement. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de culpabilité. Ouais. En fait, c'est une culpabilité d'être et d'exister. La personne, elle n'ose pas être elle-même, en fait. Elle est coincée dans des règles de il faut que, et elle n'ose pas être elle-même. Donc c'est assez terrible, quoi. Des règles qu'elle a établies elle-même, cette personne-là. Ouais. Ouais, en fait, c'est là où on arrive un peu dans les causes. La question. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose que la personne s'impose à elle-même. Et est-ce qu'on connaît justement les causes de ces troubles alimentaires? Les causes, c'est cette déconnexion du corps et de l'esprit. En fait, on peut voir ça comme un espèce de trouble du développement. L'esprit, à la naissance, il n'est pas mûr. La maturité psychique, elle arrive à la fin de l'adolescence. En fait, l'adolescence, c'est la dernière étape du développement de l'esprit. Et donc, pendant toute l'enfance et l'adolescence, l'esprit se développe en lien avec le corps. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des nourrissons, le nourrisson a plein de sensations qu'il ne comprend pas. En fait, il est envahi par ce qu'on pourrait appeler une espèce d'angoisse. Et c'est petit à petit que les parents vont mettre des mots et ils vont amener ce qu'on appelle ils vont signifier ce que c'est, ils vont dire ce que c'est à l'enfant. Par exemple, la sensation de la faim, l'enfant va comprendre que quand il a cette sensation-là spécifique, à chaque fois on lui donne à manger, donc il associe cette sensation à « Ah ok, ça veut dire que j'ai faim ». La même chose avec la fatigue, avec le besoin de sécurité, les câlins. Et puis évidemment, plus on grandit, plus c'est complexe au niveau des ressentis. Les ressentis sont de plus en plus complexes, les émotions sont de plus en plus complexes. Et le rôle des éducateurs, c'est de guider les enfants et les ados à comment dire, définir cette complexité, la nommer, la comprendre, la saisir, la ressentir, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir qui on est. C'est-à-dire que je sais qui je suis parce que je sais ce que j'aime pas, ce que je veux pas, et on est donc porté par ce qu'on ressent, en fait, pour savoir qui on est. Et dans le développement psychique de quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires, en fait, il y a eu un bug à cet endroit-là. Alors, pour plein de raisons différentes, et là, c'est très individuel. Il y a évidemment des événements traumatisants qui peuvent avoir lieu durant l'enfance qui vont créer cette déconnexion du corps et de l'esprit, mais pas toujours, en fait. Il n'y a pas toujours un événement... Oui, qu'on peut facilement identifier, quoi. Ouais, ça peut être beaucoup plus discret. Et... ouais, plus subtil, plus discret. Ça peut être dans l'éducation. Alors après, il ne faut pas non plus tout rejeter sur les parents, mais c'est l'éducation ou des événements de vie qui sont compliqués, qui ont fait que, en fait, l'enfant, l'ado, s'est un peu renfermé sur lui. En fait, parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ce qu'il ressent. On ne lui a pas transmis pour plein de raisons différentes quoi faire avec ce que je ressens. Et donc, il va y avoir une espèce forcément d'éloignement. Je me coupe de ce que je ressens, c'est plus simple parce que je ne sais pas quoi faire avec ce que je ressens, en fait. Et le fait de se couper comme ça crée
un fonctionnement psychique spécifique qui est justement poussé par l'exigence, la rigidité, le contrôle, la maîtrise et toutes les règles des il faut que. Et en fait, c'est assez facile de savoir ce qu'il faut faire dans la vie. On sait qu'il faut faire dodo, il faut manger correctement, il faut faire du sport, il faut travailler correctement. Et toutes ces règles-là, les personnes qui souffrent de troubles alimentaires les connaissent très bien et essayent de les suivre, en fait. Et guident leur existence à partir de ça. Et non plus à partir de ce qu'elles sont et ce qu'elles ressentent. Ouais. Et du coup, c'est donc à la fin de l'adolescence, sauf évidemment trauma qui intervient avant, mais que ça commence à se caractériser. Est-ce que du coup le trouble arrive donc soit après trauma, soit au moment de l'adolescence, ou est-ce qu'il peut tout à fait apparaître plus tard à l'âge adulte? Oui, complètement. D'accord, mais c'était là avant en fait. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que durant l'enfance, il peut y avoir des difficultés, comme par exemple des déménagements fréquents liés à l'activité professionnelle d'un des parents, une séparation des parents, des deuils, des événements de vie, en fait, on va dire classiques, qui peuvent générer justement chez l'enfant une déstabilisation qui va faire qu'il va se déconnecter, mais ça peut se résorber après aussi, en fait. Donc, durant l'enfance, tout peut s'annuler d'une certaine manière. Et puis, c'est à l'adolescence que ça va éventuellement vraiment s'installer, parce que c'est là où justement le fonctionnement psychique se finit, si je puis dire. Et donc, le mental... Stabiliser, quoi. Ouais, c'est ça. Et le mental anorexique va se cristalliser, en fait, à cet endroit-là, et va se confondre avec la personnalité de la personne. Et donc, ça peut être le moment où il y a des comportements alimentaires, en fait, qui dérapent tout de suite à l'adolescence. Donc, d'abord, il y a la déconnexion du corps et de l'esprit qui arrive, puis le fonctionnement psychique qui petit à petit s'installe, puis les comportements alimentaires après qui dérapent, en fait. Et ça peut se faire en 6 mois comme ça peut se faire en 10 ans, quoi, en fait. Et donc, il y a des moments, les comportements alimentaires dérapent à l'adolescence. Et il y a des moments, ça peut être à l'âge adulte, tout d'un coup à 40 ans. Et c'est souvent suite à un événement particulier, un événement déclencheur, en fait. Mais quand même, ça veut Et pas qui dire... fait appel. Ouais. Avant, il y avait quand même ce rapport au corps qui était en fait un trouble de l'image du corps, et puis le fonctionnement psychique anorexique, en fait, qui était déjà là, quoi. Du coup, on l'aura compris, donc j'imagine que le repérage est primordial pour une prise en charge rapide. Ouais. Donc, quand on fait partie de l'entourage, j'imagine qu'il faut être particulièrement vigilant. Donc, on l'a dit, en plus, enfant, on peut encore corriger, arranger ça tout de suite. Après l'adolescence, une fois que c'est bien ancré, c'est plus compliqué. Donc, d'où l'intervention d'intervenir rapidement. Ouais. Quand on fait partie de l'entourage, à quels signes faut-il prêter attention? Alors, c'est assez compliqué parce que, comme je disais, il y a toute une partie où la maladie est quasiment pas visible, en fait. Donc ça veut dire qu'il faut être hyper attentif, en fait, au subtil. Donc, le premier truc, c'est le rapport au corps. Et puis, en fait, il y a deux moments différents. C'est pour l'entourage, quand on est parent d'adolescents, en fait, enfin, parent ou autre, quand ça concerne des adolescents et quand ça concerne des adultes. C'est pas tout à fait pareil. Mais en gros, il y a le rapport au corps qui est perturbé. Donc ça, il faut essayer de, quelque part, on peut le déceler. À l'adolescence, c'est compliqué parce que c'est le sujet de l'adolescence, en fait. Les changements du corps créent des disharmonies, en fait, entre le corps et l'esprit. Et c'est justement à cet endroit-là qu'il faut y être vigilant pour éviter que l'anorexie ou boulimie s'installe, en fait. Mais en gros, voilà, c'est surtout le rapport au corps, un corps qui est gênant. Alors, c'est pas que le poids aussi, ça, on se dit souvent que c'est surtout lié au poids, mais c'est pas que le poids, c'est se trouver trop grosse ou je ne sais quoi, en rapport avec la silhouette, mais ça peut être aussi en rapport avec la sensation de soi.
Et ça va se traduire par le poids. C'est-à-dire que l'esprit, comme il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive ou ce qui se passe, il va associer un inconfort lié au corps, il va l'associer à je suis trop gros, ou je suis trop grosse, ou je ne suis pas assez musclée, ou des choses comme ça, en fait. Donc le rapport au corps perturbé, c'est à la fois ne pas aimer son corps, mais c'est aussi être mal à l'aise avec ses ressentis, ses émotions. Il y a des personnes, par exemple, qui me disent, elles se souviennent que ça a commencé parce qu'elles sentaient leur système digestif qui faisait du bruit. Et ça les gênait vachement, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Et il y a tout un truc après qui s'est installé autour de ça. Et puis, ça s'est finalisé par je suis trop grosse, en fait. Mais le point de départ, en fait, c'était les sensations du corps, le fait qu'il soit vivant, c'était gênant. Et elle n'a pas eu, cette personne-là, elle n'a pas eu cet accompagnement vers la normalisation, je dirais, des bruits du corps, des mouvements du corps, des choses comme ça. Ouais, Et ça s'est sinon, traduit complètement différemment, voilà, en une gêne, alors qu'au final, c'était simplement un fonctionnement ouais, c'est ça. classique, quoi. Ouais. En fait, le corps est un espèce de boulet, que ce soit le poids, la silhouette, l'intérieur du corps, on va dire organique, et l'intérieur du corps psychique, donc beaucoup les émotions. C'est gênant, la personne ne sait pas quoi faire avec. Du coup, elle va aller vers je me coupe du truc, ou je contrôle et je maîtrise. Par rapport au point aux signes en fait, auxquels il faut faire attention, c'est ça, c'est le rapport au corps particulièrement. Après, ce qui peut se voir, qui traduit ça un peu, c'est le rapport au sport. Alors, c'est compliqué parce que aussi, c'est très normalisé aujourd'hui de faire du sport. Beaucoup de sport. Donc, quelle est la limite entre une activité sportive normale et puis une activité sportive qui tend vers un trouble alimentaire? J'imagine que c'est le côté, si on aperçoit une personne effectivement qui vient de faire un gros repas, qui dit je vais courir pour compenser, là, ça traite, voilà. Ouais, c'est ça, mais ça peut être aussi, donc là, ce serait du coup par rapport aux préoccupations sur le poids, mais ça peut être aussi, bah oui, mais faire du sport, ça me fait du bien parce que je me soulage, je me décharge en fait de toutes mes Ses émotions. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, c'est vrai, ça fait du bien à tout le monde, mais en fait, il y a aussi des personnes qui vont avoir ce discours-là, mais qui, en fait, sont dans un trouble alimentaire. C'est à partir du moment où tout s'organise un peu autour de ça, en fait. Le contrôle. C'est quand ça devient presque une contrainte finalement, plutôt qu'un plaisir, ça devient une contrainte, quelque chose qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Ouais. Et si les questions un peu à poser, c'est bon, bah, si là, on part en vacances et on ne pourra pas faire de sport, comment tu le vis, en fait? Faut voir. Donc, il peut y avoir des angoisses par rapport à ça. Le rapport à l'alimentation qui est compliqué, bien sûr. Donc, alors, il y a la peur de certains aliments, la conviction, en fait, que manger égale à grossir. En fait, c'est ça, ça se résume à ça. Dans la tête de la personne qui souffre d'un trouble alimentaire, manger égale grossir. Donc, il va y avoir un réflexe à la restriction ou aux compensations. Et ça aussi, c'est compliqué parce que c'est normalisé de dire les frites, ça fait grossir, la pizza, ça fait grossir, les bonbons, ça fait grossir. Oui, c'est écrit en bas même sur dans les publicités, dans les choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est tout le temps à rappeler, quoi, ça se rappelle. Ouais, c'est ça. Et en fait, tout va vers le contrôle. C'est-à-dire qu'on s'éloigne complètement dans l'éducation aujourd'hui alimentaire, on va dire. On s'éloigne de l'alimentation intuitive, en fait. Donc, il faut voilà, checker un peu ça. Les autres signes, c'est le rapport au travail, à l'école ou aux études. Là, poussé par le perfectionnisme et l'exigence. Des gens qui travaillent beaucoup ou qui veulent bien faire. Chez les ados, en général, c'est des ados qui sont un peu parfaits. Il n'y a pas de problème. Ils sont très lisses, en fait. Au niveau professionnel, c'est des personnes qui travaillent beaucoup aussi. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui font un burn-out ont des troubles alimentaires, en fait.
Parce qu'il y a la volonté de bien faire et de suivre les Trop de règles. stress, à un moment donné, ça devient trop étouffant. Ouais, l'épuisement partout, quoi. Donc voilà, et puis l'angoisse, l'autre signe, c'est l'angoisse et le stress autour des repas. Donc avant un repas, pendant le repas, après le repas. Les trois en même temps ou l'un ou l'autre, ça dépend des personnes. L'autre signe, il y a tous les signes du mental anorexique justement, mais aussi la dualité, ça, souvent l'entourage le repère bien si elle commence à être vigilante au signe, la dualité de la personne, donc elle veut un truc et en même temps autre chose en fait, et le fait qu'elle se retrouve coincée, tiraillée entre deux parties d'elle-même en fait, sur tous les sujets, alimentaires particulièrement, mais aussi sur d'autres sujets. Il reste deux signes que moi, en tout cas, je relève. Il y a l'humeur qui est assez basse, moyenne ou basse. Il y a une espèce de neutralité. Mais d'apparence, tout va bien. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, elles portent un masque, en fait. Le sourire, il est permanent. Elles vont dire que tout va bien. Elles ne veulent pas se plaindre parce qu'il y a pire ailleurs. Elles ne se sentent pas légitimes, en fait, dans leur ressenti, dans leur vécu. Donc, d'apparence, tout va bien. Mais, en fait, derrière ce masque, ça ne va pas. Et ça, il faut apprendre, en fait, à creuser, à communiquer, et surtout communiquer avec ces personnes-là et aller, il faut tirer un peu les vers du nez, quoi, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Pour petit rappel, c'est la maladie la plus suicidogène de toutes les maladies psychiatriques. Et justement, du fait que ça ne se voit pas nécessairement et que la personne vit avec et C'est un enfer peut parce que s'envahir. Ouais. c'est un enfer parce que en gros, la personne, elle n'arrive pas à être elle-même. Donc, c'est quand même compliqué de construire une vie sans ça. D'apparence, tout va bien. Donc, il y a un éloignement entre le vécu profond de la personne et sa vie, je dirais, extérieure. Il y a un énorme décalage. Donc, ce décalage crée aussi une sorte de tristesse, quoi, et d'isolement, en fait, profond. Et puis, c'est l'enfer dans la tête, en fait. Tout est calculé, tout est réfléchi. C'est comme s'il n'y avait pas de repos, en fait. La personne est incapable de rester avec elle-même, posée, à rêvasser. La rêverie n'existe plus, en fait. Et le problème, c'est que la rêverie, c'est la respiration de l'esprit. Donc, il y a un épuisement qui se fait, et puis il faut toujours tenir comme ça. Et puis, à un moment, la personne s'effondre. Et donc, les suicides et les tentatives de suicide, elles arrivent quand la personne elle est épuisée. À force de tirer sur l'élastique, il y a un moment, ça pète, quoi. Physiquement, du coup, par ses contraintes ou psychiquement parce que c'est trop. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Du coup, effectivement, ça, c'est vraiment l'issue la plus tragique parmi les complications, justement, de ces troubles alimentaires. Donc, on le disait, il y a l'isolation sociale. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, au niveau santé, justement, en termes de complications, qu'est-ce qu'on peut noter? En fait, pour répondre à cette question, moi, je l'ai organisé un peu. Il y a la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Donc, au niveau physique, il faut prendre un peu les différentes maladies. Il y a l'anorexie mentale, les complications, c'est les troubles digestifs, les troubles des cycles menstruels, les troubles cognitifs, attention, concentration, mémorisation, dysfonctionnement rénal, ostéoporose. Donc, le corps lâche en fait par la dénutrition, quoi, ou la malnutrition. Ça, c'est le risque physique. Dans la boulimie, il y a les troubles des cycles menstruels aussi, c'est-à-dire que la personne, elle est à poids normal, mais il y a quand même des dérèglements internes et hormonaux, en fait. Donc souvent, il y a des adultes qui souffrent de troubles alimentaires, d'anorexie boulimie, qui sont à poids normal, qui n'ont pas forcément des comportements alimentaires très déréglés, mais qui vont commencer en fait à avoir des difficultés somatiques de j'arrive pas à avoir d'enfants, j'ai des douleurs un peu inexpliquées,
des dérèglements un peu partout qu'on ne comprend pas vraiment, en fait, qui sont en fait liés à cette anorexie, boulimie qui est là depuis longtemps, l'air de rien, en fait, parfois. Ou qu'on pensait guérie parce que la personne avant était dans une anorexie restrictive forte, et comme là maintenant elle mange, on pense qu'elle est guérie. Pas normal, et voilà, c'est plus difficile à déceler. Ça, c'est le piège. Donc, pareil pour la boulimie, troubles digestifs aussi. Et puis, s'il y a des vomissements, problèmes dentaires à cause des remontées acides, en fait. Donc, déchaussement, enfin, et puis, le risque le plus important, c'est la baisse du potassium, avec les vomissements, notamment. Et la baisse du potassium, c'est un risque cardiaque, en fait, qui peut survenir. Voilà. Et après, pour l'hyperphagie, au niveau des conséquences physiques, donc il y a des troubles digestifs aussi, des maladies métaboliques et cardiovasculaires, des atteintes articulaires, des douleurs liées au surpoids, enfin toutes les complications liées au surpoids, quoi. Voilà. Et après, il y a la question de la santé mentale. Donc, quand on souffre de troubles alimentaires, quels qu'ils soient. De pair. Ouais, c'est ça. Enfin bon, il y a tous ces problèmes physiques, mais après, surtout s'il n'y a pas de guérison, en fait, il y a une dépression aussi un trouble dépressif qui peut s'installer, le burn-out dont je vous parlais, et puis le risque suicidaire qui est extrêmement élevé. Vous en parlez formidablement bien dans votre ouvrage, on y reviendra tout à l'heure, j'en parlais en introduction. Donc, on le voit, les complications sont vraiment importantes et vraiment particulièrement, peuvent s'avérer vraiment dangereuses en fait, hein, pour la personne. D'où la nécessité de consulter très vite. Alors, qui doit-on consulter et à quel moment? Alors, le premier truc à faire, c'est le médecin. Il faut poser le diagnostic. Médecin généraliste. Ouais, médecin généraliste ou psychiatre, mais en tout cas, il faut aller voir un médecin pour poser le diagnostic. Déjà, ça c'est la première chose. Ce qui n'est pas toujours évident parce que en fait, bizarrement, c'est pas très connu. En fait, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est à la fois très connu et en même temps pas très connu. Ce qu'on connaît, c'est les formes extrêmes, en fait. Et les symptômes des formes extrêmes, en fait. Pardon? On connaît mieux les symptômes des causes extrêmes. Enfin, Oui, c'est ça. on sait identifier une anorexie, mais et encore, enfin, j'imagine, voilà, quand le poids est très bas, quand la personne se restreint extrêmement fortement, quand c'est très visible, en fait, quand ça se voit sur le poids ou l'assiette, quoi, en fait. Et sinon, on ne connaît pas justement précisément, parce que vous décrivez aussi dans votre livre, ça touche plusieurs aspects chez la personne. Ouais. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé, ça doit être très compliqué de mettre un diagnostic précis. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les médecins généralistes ne le perçoivent pas toujours en amont, en fait. C'est plus le médecin psychiatre qui a plus conscience du fonctionnement psychique et puis du trouble de l'image du corps, qui peut du coup le repérer en amont avant que les comportements visibles ne soient installés. Mais dès que vous avez un doute, c'est le médecin pour diagnostic. Et puis après, c'est effectivement donc, ce que je décris. Ce qui est important, c'est que c'est un traitement pluridisciplinaire qui se fait sur 3 pôles. Il faut traiter le rapport au corps, le psychique et l'alimentaire, en fait. Et c'est ce qui fait que ça va fonctionner si on travaille sur les 3 pôles. Si on fait qu'un truc, ça va pas fonctionner, enfin ça va fonctionner sur l'instant, mais il y aura des rechutes, en fait. Souvent, les personnes, elles vont régler au niveau alimentaire et un peu psycho, et du coup, il va y avoir une nette amélioration de la vie et du quotidien, et la personne, quelque part, va s'arrêter là. Sauf qu'il y a aussi tout le rapport au corps qui doit être complètement rééduqué et transformé. Sinon, forcément, ça va revenir plus tard dans la vie suite à des événements compliqués à gérer, quoi. Et donc, pour ces 3 pôles, les 3 traitements, donc le pôle diététique alimentaire, c'est une diététicienne, ou un diététicien nutritionniste
Pour le pôle psycho, c'est un psychothérapeute. Alors, psychothérapeute, c'est soit psychiatre, soit psychologue. Et puis, pour le pôle corporel, travailler sur le rapport au corps, il y a les psychomotriciens qui peuvent faire ça. Mais là, c'est assez compliqué parce que on n'a pas beaucoup, en fait, de soignants spécialisés psychocorporels. Donc, il y a les psychomotriciens qui commencent de plus en plus à connaître les troubles alimentaires. Mais sinon, il ne faut pas hésiter. Ouais, non, pas assez. Et il ne faut pas hésiter à aller voir. Il y a des kinés, il y a des ostéos qui sont justement assez sensibles au rapport corps-esprit, de voir le corps émotionnel, en fait. Il peut y avoir des yoga-thérapeutes. Enfin, il y a plein de possibilités. Quelque part, là, il faut aller chercher soi-même. Et puis, selon on peut avoir des sensibilités plus grandes. Par exemple, pour le yoga, on préfère aller faire de la yoga-thérapie plutôt que d'aller voir un kiné. Puis ça dépend de ce qu'il y a dans votre réseau aussi. Mais il faut trouver quelqu'un qui va, en tout cas, venir questionner et travailler le rapport au corps, le rapport qu'on a avec son corps. Oui, puis le choix, j'imagine, effectivement, du spécialiste est primordial, d'autant plus que la personne doit adhérer à ces trois paramètres de soins, c'est-à-dire que la personne malade doit se dire oui, je dois travailler sur ça, ça et ça doit pas être évident. C'est beaucoup de travail aussi, hein. Enfin, faut dire que c'est beaucoup de travail et puis de trouver quelque chose qui correspond et dans lequel la personne a envie de s'engager, ça doit pas être facile non plus. Ouais. Et l'autre contrainte, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que les thérapeutes travaillent ensemble. Et en plus, donc il faut vraiment qu'il y ait le pôle. Il faut qu'il y ait un lien entre chacun des thérapeutes. Parce que moi, en tant que psycho, je vais quand même de temps en temps avoir un regard sur l'alimentaire et puis je vais beaucoup travailler sur le rapport au corps aussi, en fait, notamment avec l'hypnose en ce qui me concerne. Et puis la psychomotricienne avec qui je travaille, de temps en temps, dans ces séances, il y a du contenu psychique qui va sortir, qu'elle va me transmettre et que la personne va me transmettre. En fait, et tout ça, pareil pour le pôle alimentaire, les angoisses au niveau alimentaire. Pour avancer dans le suivi diététique, il faut aussi avoir conscience de l'état psychique de la personne. On ne peut pas lui demander de changer des choses trop vite ou trop fortement. Il faut faire attention à ses angoisses. Donc, il y a des moments, il va y avoir des avancées diététiques. Et puis, si au niveau psycho, moi, je sens que la personne est trop angoissée, je transmets à ma collègue au niveau du suivi diététique et elle ralentit un peu Très important. Ouais. Donc, le travail d'équipe est primordial, en fait, dans cette histoire. On comprend bien que voilà, il s'adapte vraiment à chaque cas. Chaque cas doit être très singulier et du coup, chaque cas, Ouais, parce que c'est très minutieux, quoi. Des petits facteurs qui bougent. D'accord. Et la dernière chose dans le traitement, ce qu'il faut aussi, c'est le suivi avec le médecin généraliste. Alors, plus ou moins fréquent selon justement l'état de santé physique de la personne. Mais il faut quand même faire des check-up assez réguliers. S'il y a des vomissements, il faut faire des check-up tous les mois, en fait, probablement prise de sang, etc., pour vérifier que tout va bien, vérifier la tension. Bon, après, ça, c'est le travail du médecin. Mais voilà, faut vérifier aussi. Sur la question du traitement, forcer ne sert à rien. Ça, c'est très important de l'entendre, surtout pour l'entourage. Parce que ça peut être très frustrant, parce qu'on se dit c'est pas compliqué de manger ou d'arrêter de manger. Mais en fait, c'est très compliqué pour la personne. Et du coup, forcer les choses est complètement contre-productif. C'est tout ce travail de dentelle dont vous parliez. Et il faut être extrêmement patient par rapport à ça. Et l'autre chose que je voulais ajouter par rapport, parce qu'on dit souvent qu'on n'en guérit pas, en fait, des troubles alimentaires, ce qui n'est pas vrai du tout. On en guérit complètement. La bonne nouvelle. Ouais. Hein, la bonne nouvelle. Ouais, parce que je vois beaucoup de personnes depuis 15 ans là, qui sont un peu désespérées par ça, mais si, on en guérit complètement. Et ce qui fait qu'on en arrive un peu à ce doute et à cette incertitude, c'est qu'effectivement, c'est difficile à traiter et que l'offre de soins n'est pas du tout à la hauteur, en fait, mais au niveau mondial. Hein. Et c'est
pour ça que on dit qu'on ne guérit pas vraiment, parce que c'est mal diagnostiqué. Ou alors quand c'est diagnostiqué, c'est assez tardif et puis donc il n'y a pas de soins suffisamment développés. Le soin est compliqué parce qu'il faut travailler sur les 3 pôles. Le système de santé publique ne peut pas faire ça, ils n'ont pas les moyens de faire ça, donc il faut basculer sur le privé. Donc c'est compliqué pour la personne de faire ça parce que financièrement ça coûte cher. En termes de temps, c'est compliqué à installer. Et puis il n'y a pas beaucoup d'équipes de thérapeutes qui le font très concrètement. Donc c'est ça aussi qui désespère un peu les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Je pense aussi que c'est pour ça que le taux de suicide est très élevé, c'est qu'il y a une sorte de désespoir dans la maladie parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse très, très claire et très nette, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. C'est déjà beaucoup. Et du coup, pour revenir, donc là, on a vu donc, le parcours de soins, le parcours médical, voilà, qui doit être multiple et touché sur ces différents domaines dont on a parlé. Et la question, c'était de savoir si également il était possible de développer des ressources personnelles pour se créer un cadre favorable à la guérison. Donc, on parlait du yoga tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses, des petites routines à mettre en place pour justement essayer pas de s'en sortir par soi-même, parce qu'on l'a compris, hein, faut surtout faire appel à une équipe médicale pour soigner ça. Mais est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en place à un niveau personnel, on va dire? Tout ce qui va aller vers la douceur, la souplesse, la bienveillance, en fait. Alors quand je dis ça, souvent on peut me dire oui, mais j'ai pas le temps de faire du yoga, on peut faire de la méditation, on peut faire, il y a tout un tas de techniques aujourd'hui dans le bien-être en fait qu'on connaît, qui sont très développées et faciles d'accès. Mais comment les intégrer au quotidien, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc ça, c'est des sources d'inspiration, mais en fait l'idée, c'est surtout de réussir à le faire à chaque instant. Quand je suis en train de faire quelque chose, je le fais plus avec douceur, en fait. Moins de rigidité et moins forcé, en fait. Prendre le temps de respirer quand on fait quelque chose. On peut prendre des moments où on fait du yoga, de la méditation ou des techniques de respiration diverses et variées et prendre une demi-heure, 1 heure pour faire ça. Mais l'idée, le challenge, le truc le plus important, c'est d'intégrer ça au quotidien quand je suis en train de faire quelque chose. Par exemple, là, quand je vous parle depuis tout à l'heure, j'essaye à certains moments de me recaler à l'intérieur de moi et de respirer, en fait. Il y a des moments où on sent qu'on va être à l'extérieur de soi, focalisé, centré sur une tâche ou des exigences qu'on se place. Et en fait, l'idée, c'est de prendre des moments, dès qu'on y pense, pour se réinstaller comme ça à l'intérieur de soi, en fait. Et ça, c'est un travail de rééducation. Pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est très compliqué à faire. Donc ça, c'est un petit truc. Mais souplesse aussi, c'est je rentre chez moi, il y a la lessive, enfin le linge, la vaisselle, le machin, les courses, le truc. S'autoriser à se dire, bah ok, là, je vais rien faire, en fait. S'écouter, se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quoi j'ai besoin, en fait. Parfois, on peut y répondre, parfois, on ne peut pas y répondre. Mais au moins, se poser cette question-là, en fait, un peu à chaque instant. Donc, pour moi, ça, c'est les petits trucs pour la personne. Et après, parler, surtout parler. En fait, sortir de la honte, parce que ça aussi, c'est vraiment une espèce de caractéristique. La personne, elle reste seule dans son truc avec tellement de honte. Et le fait d'en parler pour la sortir de la honte va aussi faciliter tout le traitement après, quoi, en fait. Évidemment, c'est le propre de la santé mentale, on le sait. Enfin, ouais. Il y a toujours cette honte-là aujourd'hui, de moins en moins, heureusement. Et effectivement, à partir du moment où on en a conscience et on commence à le verbaliser, c'est là où on a le plus de chances voilà, d'aller vers une démarche de soins et qu'on pourra alors. Ouais. Et puis, il y a des groupes de parole. Il ne faut pas hésiter à chercher, là où on habite, des groupes de parole ou des groupes de soutien pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires.
Ça se développe pas mal dans plein de villes. Et puis, si ça ne se développe pas, éventuellement aussi de le créer, en fait. Il suffit d'aller aussi auprès des hôpitaux ou les soignants de la ville qui sont identifiés comme spécialistes des troubles alimentaires et leur proposer en fait de développer ça si ça n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup. Et toujours, donc, on parle des personnes. Je vais la refaire parce que je pensais à autre chose. Oui, c'est ça. Et donc, pour en revenir à l'entourage, c'est aussi, ce sont aussi des personnes qui sont très, très importantes dans le cadre de la démarche de soins, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut, que pouvez-vous conseiller en fait à celles et ceux qui vivent avec une personne souffrant du trouble du comportement alimentaire? Comment les aider? Comment les soutenir? Parce que vous l'avez dit, hein, c'est très difficile pour une personne de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'en parler. C'est pas une histoire de volonté. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut aider et soutenir une personne de notre entourage qui est en souffrance? Communiquer, le premier truc auquel je pense, c'est communiquer, parler, chercher à faire parler, chercher à comprendre. Pas chercher, Oui, déculpabiliser peut-être. Oui, déculpabiliser. Et donc chercher à comprendre et pas à convaincre. Parce que c'est souvent le réflexe aussi, en fait. Mais oui. Vas-y, ça va être facile, fais ça, mais si ça va te faire du bien, etc. etc. Et ça ne sert à rien. Ça culpabilise encore plus, en fait, même. La personne, à ce moment-là, a encore plus l'impression qu'elle fait mal les choses, alors que son obsession, c'est de bien faire les choses. Donc, si on lui dit « mais s'il fait ça, ça va te faire du bien » et qu'elle n'y arrive pas, c'est encore pire, en fait. Donc, dans la communication, c'est surtout ne pas chercher à trouver des solutions avec la personne, mais de chercher à comprendre. Il faut presque se transformer en enquêteur pour essayer de capter ce qui se passe à l'intérieur de la personne, parce que c'est tellement incompréhensible que quelqu'un qu'on aime n'arrive pas à manger ou n'arrive pas à arrêter de vomir ou d'avoir des crises de boulimie ou de faire trop de sport, etc. C'est tellement incompréhensible qu'il faut essayer de le comprendre. Et la personne elle-même, elle ne le comprend pas forcément, mais du coup, en créant ce dialogue-là, à deux ou plusieurs, les personnes peuvent du coup déceler et découvrir et mieux comprendre ensemble ce qui se passe, en fait. Donc la communication, surtout, ça va un peu dans le même sens, c'est regarder au-delà du poids et de l'assiette. C'est l'obsession de la maladie, en fait, le poids et l'assiette. Donc l'idée, c'est de s'en décrocher, en fait. Presque ne pas en parler, ça peut être une bonne chose de la maladie, mais particulièrement du poids et de l'assiette. Qu'est-ce que tu as mangé? Combien tu pèses? Est-ce que tu as fait des crises? Est-ce que tu as vomi? Toutes ces questions-là. Parler d'autre chose, en fait. Essayer d'aider la personne à se reconnecter à elle-même, en fait, à découvrir qui elle est, justement. Et ça peut se faire en se défocalisant du poids et de l'assiette. Oui, de l'assiette, justement. Ouais. Et puis, la dernière chose, je pense que l'entourage doit lui-même se questionner sur son rapport à son corps, en fait. Parce que c'est pas si évident que ça. Et le fait de se questionner soi-même va permettre aussi de mieux comprendre les enjeux, parce qu'on a tous des difficultés dans notre rapport à notre corps, en fait, plus ou moins importantes. Mais se questionner nous-mêmes là-dessus va permettre aussi d'être plus ouvert et de mieux comprendre, en fait, l'autre. Et éventuellement, de se questionner sur ça avec l'autre, en fait. Merci beaucoup pour ces conseils. Donc, on a évoqué plusieurs ressources, les ressources personnelles, l'entourage par la communication notamment. On peut également et surtout conseiller votre livre qui est sorti tout récemment, Sortir de l'anorexie et de la boulimie, voilà, aux éditions du Nodou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on retrouve donc dedans et quel message vous avez souhaité faire passer? Premier message, ce que je disais tout à l'heure, la guérison est possible. Ça, c'est vraiment le truc. Vous le répéter, oui, c'est important. Parce que vraiment, ça s'oublie. Ça paraît impossible pour les personnes qui en souffrent, notamment celles qui ont déjà fait plein de trucs, parce qu'il y a une énorme errance thérapeutique aussi
Mais justement, si ça n'a pas fonctionné, c'est que soit les thérapeutes n'étaient pas spécialisés dans les troubles alimentaires, ou que c'était qu'un pôle qui a été travaillé, ou que les soignants ne travaillaient pas entre eux et du coup c'était moins efficace, quoi. Donc la guérison est possible et c'est pas une exception. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, que je vois des personnes tous les jours qui souffrent de troubles alimentaires et franchement, j'aurais changé de spécialité si je voyais pas régulièrement des guérisons, quoi. Donc ça, c'est le plus grand message. Ça se voit pas aussi, les troubles alimentaires. Il y a les extrêmes, encore une fois, mais en fait, il y a tout un tas de personnes qui sont à poids normal, qui ont des comportements alimentaires qui sont un peu perturbés, mais pas tant que ça. Le poids est normal, la vie est normale, en fait, donc ça ne se voit pas, mais en fait, à l'intérieur, il y a une souffrance très, très grande, en fait. Et c'est pour ça que dans ce livre, je propose justement une définition en fait différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Le trouble de l'image du corps, le mental anorexique qui génère les comportements alimentaires. Et donc, c'est ça que je décris dans le livre aussi pour bien expliquer ça, pour les regarder autrement en fait. Et on retrouve aussi les témoignages. On a 3 voilà, personnes qui sont mises en lumière. Donc, ce qu'on a expliqué, hein, c'est vraiment une maladie qui touche différemment chaque personne. Je trouve ça super important. Et effectivement, pour les gens qui vont lire ça, de peut-être s'identifier plus ou moins à une personne, de voir jusqu'où ça peut aller. Oui, c'est ça. Ça, c'est les retours que j'ai beaucoup sur mon livre. Les personnes, que ce soit les personnes qui souffrent des troubles alimentaires ou les proches, adore en fait parce qu'il y a énormément de citations, de témoignages, d'illustrations en fait. Et apparemment c'est très très agréable à la lecture, quoi. Et oui, puis c'est là où on se rend compte de la complexité et du coup, complexité du trouble, donc complexité de soins. Et c'est pour ça que là, toute votre démarche fait sens, justement, votre démarche de soins fait sens. Donc, ça vient justement peut-être éviter tout ça et ça apporte beaucoup de poids. Non, et voilà. Et je tiens à préciser que c'est un livre qui est aussi facile justement à lire. On peut se dire bon voilà, c'est un livre qui traite d'un sujet pas facile. C'est très facile à lire et c'est voilà, on en apprend beaucoup, que ce soit pour quelqu'un qui souffre ou quelqu'un de l'entourage, à mettre vraiment dans toutes les mains. Oui, c'est ça. Je l'ai écrit. Pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire à la fois les personnes qui en souffrent, l'entourage et les soignants aussi, parce que on n'est pas formé, on n'est pas bien formé, en fait, à ces maladies-là. Donc, c'est pareil, si vous souffrez de cette maladie, n'hésitez pas à le donner à votre médecin, à votre psy, parce que c'est aussi une source d'information pour les soignants qui est très, très intéressante, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Sortir de l'anorexie et de la boulimie aux éditions du Node. Et notre sur Posté, je mettrai le lien pour vous le procurer dans le descriptif de la vidéo. Donc, on le dit, on le répète, surtout s'il y a même un doute ou des questions sur votre comportement alimentaire, il ne faut surtout pas hésiter à aller en parler. On a dit un médecin en premier lieu, donc déjà peut-être généraliste et ou tout de suite psychologue, psychiatre, donc sans plus attendre, hein, on a vu. Et plutôt c'est pris en charge, plutôt il y a une guérison, on va dire, plus ou moins rapide, mais voilà, faut pas attendre dans tous les cas. Possible, on le rappelle, le jour où la chandelle, voilà. Et même si ça fait 20 ans, 30 ans, ou même si c'est arrivé à 40 ans, on en guérit sans problème, en fait. Voilà. Et donc, faut bien garder ça en tête. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher si vous avez une question de cet ordre-là sur votre comportement alimentaire d'un professionnel de santé. Vous avez vous-même donc créé plusieurs organismes. Vous êtes cofondatrice, par exemple, de 2 lieux de soins dédiés à ces troubles, l'un à Paris et l'autre à Nantes. Ça s'appelle SOS Anor. Vous pouvez aller sur le site internet sosanor.org. Vous êtes également cofondatrice de l'association La Note Bleue. Pareil, association-lanotebleue.fr. Et bien sûr, pour tous ceux qui souhaitent vous rejoindre, suivre vos travaux, il y a votre site internet www.audereo.fr. Évidemment, je remettrai tout ceci dans le descriptif de la vidéo. Et puis, on peut aussi rappeler qu'il existe une ligne téléphonique info-écoute pour les personnes qui s'interrogent sur les troubles des conduites alimentaires ou qui s'inquiètent, encore une fois, pour un proche. Là, on a des spécialistes des TCA qui répondent anonymement à toutes vos questions. Ça peut être une première approche pour les personnes qui n'osent pas trop encore contacter personnellement quelqu'un.
pareil, je remettrai les informations dans le descriptif de la vidéo. Audrey-O, un immense merci de nous avoir parlé de ce sujet bien complexe et surtout de nous apporter voilà, c'est notre espoir, on peut le dire, hein, parce que c'est, encore une fois, parfois on se retrouve avec un diagnostic, on ne sait pas comment faire, d'autant là, il y a des difficultés voilà, par rapport à la prise en charge, alors que pourtant, il y a des solutions. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet-là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et du coup, n'hésitez pas à nous aider à libérer la parole autour de la santé mentale, on l'a dit. C'est un premier pas, hein, ça va pouvoir commencer à en parler, c'est un premier pas vers la guérison. Et puis, ça encourage les personnes qui ont besoin de demander un petit coup de pouce professionnel parfois. Donc, un grand merci, Audrey-O. Avec plaisir. Et puis, peut-être à bientôt pour un prochain sujet, qui sait. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.